Donc encore une fois, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce rendez-vous événement autour de John O, d'une part, et d'autre part autour de Diane et de Jean-Jacques Launier, qui sont les commissaires de cette exposition. Donc on va échanger ensemble, pas plus tard que tout de suite. À l'issue de cette discussion, vous aurez l'opportunité de poser vos questions aux protagonistes ici réunis. On a un micro qui tournera dans l'Assemblée, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et pour commencer, moi, je vais vous interroger sur l'origine, puisque John, vous dessinez depuis longtemps, et que cette exposition, elle pose beaucoup la question de l'imaginaire médiéval et toutes les questions qui en découlent. Comment est-ce que vous en arrivez là? Comment est-ce que vous arrivez à dessiner autour de ces thématiques du médiéval, de la fantaisie? Bonjour, merci pour la question. Qui est formidable et qui n'a pas vraiment de réponse. Je crois que le dessin est une occupation naturelle chez les enfants. Tous les enfants dessinent, un certain nombre, un grand nombre, arrêtent à l'adolescence et quelques individus malchanceux continuent à dessiner parce que la réponse que peut apporter le dessin n'est pas encore complètement venue. Et je crois que c'est une vie en peinture et en dessin, comme une vie en musique ou en écriture, est une vie qui est constamment repart à l'aventure, puisque tout ce qui est accompli témoigne du chemin parcouru et souligne que le chemin à parcourir est encore très très long. Donc il y a tant de monde à explorer dans le fantastique qu'on ne pourra jamais en faire le tour, et c'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait continuer à dessiner. Et il y a aussi des récits ou des légendes, des mythes qui vous accompagnent depuis longtemps et qui nourrissent cette réflexion autour de votre dessin? Encore une très bonne question, oui, bien sûr. J'en ai beaucoup. C'est bien. Je crois que tous ces récits qui servent en fait de prétexte aux images qui sont dans cette exposition sont d'une part, pour une grande part, issus du nord de l'Europe, ce qui est plutôt ma patrie culturelle, malgré tout. Ceci dit, le monde entier est rempli de contes et légendes tout aussi merveilleux les uns que les autres. C'est simplement que je n'ai pas encore eu le temps d'en explorer beaucoup. Ce n'est pas l'envie qui manque, c'est simplement une question de sensibilité. Et on évolue des fois là où on sent qu'on a des points de contact qui nous permettent justement d'exprimer cette chose un peu intangible qui fait résonner en nous quelque chose d'important. Donc d'où le choix de toutes ces contes et légendes médiévales, anciennes, vikings, enfin tout ce que l'on veut de ces mondes-là, qui ont comme cadre quelque chose de déjà fondamentalement merveilleux, mais qui traitent des questions qui sont très proches de nous. Merci. Diane, Jean-Jacques, j'ai dit que vous étiez les commissaires de cette exposition. Ce que je n'ai pas encore rappelé, c'est que vous êtes aussi les fondateurs de la galerie puis du musée Art Ludique. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu ce que sont les arts ludiques et ce que sont les industries créatives? Oui, bien sûr. L'art ludique, un petit peu, voilà, sur lequel on travaille depuis une vingtaine d'années, c'est un peu cet art figuratif, narratif, issu du divertissement à la base, ludique, entertainment, et qui pour nous est fondamental. C'est-à-dire qu'on estime que depuis l'aube des temps, depuis l'homme des cavernes, depuis les hiéroglyphes égyptiens, la tapisserie de Bayeux, les rouleaux japonais, les artistes dessinent pour raconter des histoires, en fait, pour raconter qui ils sont, à quoi ils rêvent, de quoi ils ont peur, pour transmettre les contes, les légendes, pour transmettre leurs espoirs. Et qui fait ça aujourd'hui dans l'art? Ce sont les gens de ce qu'on appelle les industries créatives, c'est-à-dire les gens des concepts art de cinéma, les gens du jeu vidéo, les gens de l'animation. Et c'est très important de leur donner vraiment
comme ici, l'hommage qu'ils méritent, parce que ce sont eux qui transmettent vraiment aux générations futures, comme le fait John à travers la transmission qui vient, comme on le voit dans l'exposition, de l'aube des temps, enfin du 5e siècle, etc. Je pense qu'il y a un passage de relais et que ces artistes figuratifs, narratifs sont les vrais grands artistes d'aujourd'hui. Et on compare, pour finir, souvent les ateliers de la Renaissance italienne, où les meilleurs artistes du monde se réunissaient ensemble, tous autour d'une grande œuvre. Et à l'époque, les commanditaires, c'était l'Église, c'était le roi. Aujourd'hui, les meilleurs artistes du monde se réunissent dans les studios d'animation, dans les tournages de films ou dans les studios de jeux vidéo. Et le commanditaire, c'est le public. Mais je pense que les vrais grands artistes figuratifs, narratifs d'aujourd'hui sont dans l'art ludique. Et vous avez été les pionniers de cet intérêt pour l'art ludique, pour les industries créatives dans le milieu du musée. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure, d'où ça vient, comment ça a commencé? Je commence. Non, c'est vrai que c'est une passion depuis toujours, mais c'est très important. Je pense que c'est fondamental. Moi, quand j'étais môme, on me disait lis pas les bandes dessinées, tu ferais mieux de lire, etc., etc. Aujourd'hui, c'est joue pas aux jeux vidéo. Je pense qu'il est fondamental justement de montrer à un public large, à un public jeune, à quel point ce qu'il aime est de l'art. Et quand on voit ici dans l'exposition un jeune public arriver avec leurs parents et puis voir des choses, des personnages qu'ils reconnaissent, comme on l'avait dans notre musée, ben finalement c'est génial parce que l'enfant ou l'ado se retourne vers ses parents qui connaissent un peu aussi. Il y a un dialogue, un échange qui se fait dans un musée autour d'une œuvre d'art. Et je pense que ça devrait être le cas de tous les musées, mais je ne suis pas certain que ce soit le cas. Et c'est ce qu'on a envie un petit peu de transmettre, en fait. Donc nous, on a créé une première petite galerie, puisque Diane et moi, on n'est pas riches à la base, mais c'est vrai qu'on a été les premiers à créer une galerie dans Paris, sur l'île Saint-Louis, à exposer les artistes de l'animation, du jeu vidéo, les concepts artistes de cinéma, des Moebius, Giger, Miyazaki, Otomo. Et c'est vrai qu'à l'époque, personne ne leur demandait. On a eu la chance de rencontrer John et on a aussi exposé John Ho. Donc c'est une longue amitié et je pense que c'est important. Les choses sont en train de changer. On est en train de s'apercevoir que ces industries créatives sont effectivement porteuses de plein d'artistes incroyables, mais aussi font une référence à l'art, à l'éducation, à la culture et à l'emploi, parce qu'il y a plein de boulot, qu'on soit bon en dessin ou qu'on soit bon en maths ou en écriture ou en musique, il y a énormément de métiers et on a envie de connecter un public jeune et on espère qu'en venant dans ce genre d'exposition, non seulement il sera évidemment émerveillé, ébloui par le talent de John, passionné par l'histoire de l'art, mais aussi peut-être que ça suscitera des vocations. Bon, je peux parler 10 heures, donc j'arrête. Et là, le sujet a été abordé brièvement, mais donc à un moment, vous rencontrez John. Comment est-ce que ça se passe? C'était quand? Alors la rencontre avec John s'est faite très très vite, quasiment au tout début de l'ouverture de la galerie, parce que bon, c'est il y a longtemps, hein, c'est au tout début des années 2000. Et au début, un peu des sites internet, des mails qu'on s'envoyait. Et Jean-Jacques et moi étions évidemment fascinés par le travail de John. Tu rentrais de Nouvelle-Zélande. Tu venais de rentrer du Seigneur des Anneaux et nous on se dit comment est-ce qu'on peut faire pour parler à John Ho. Donc on lui a envoyé un mail auquel il a répondu. On lui expliquait le concept de la galerie, ce qu'on avait envie de mettre en avant, enfin tous nos rêves voilà, de l'époque, tout ce qu'on essayait de réaliser et très gentiment il nous a répondu en prenant contact, en nous disant appelez-moi, venez me voir. Puis on est venu te voir. T'as rencontré avec Fatané, je me souviens, à Neuchâtel, enfin en Suisse. Et c'est là où on a démarré une collaboration artistique, où tu t'as accepté d'exposer à la galerie en 2005 des œuvres originales pour une des premières fois en fait, qu'on a pu découvrir et que Michel-Édouard Leclerc également a découvert l'exposition et a pu rencontrer John. Et ensuite, on avait vraiment envie de montrer au public tout son travail de créateur d'univers. On a eu la chance de monter une exposition aussi à la Baule sur ton travail, particulièrement sur le cinéma. Et puis ensuite, tu es reparti en Nouvelle-Zélande et on est resté toujours en contact ensemble. Et puis, le rêve ultime était de pouvoir construire une exposition comme celle-ci
qui montre aussi toute la démesure, dans le bon sens, du travail artistique de John. Tous les milliers de dessins, toutes ces centaines de carnets de croquis. C'est vrai que le public n'a pas toujours la chance de le voir. Nous, on a la chance d'aller dans les archives, d'entrer un peu dans les bureaux des artistes, dans les coulisses. Et c'est vrai que particulièrement dans les industries créatives, il y a un foisonnement artistique qui est incroyable. On n'imagine pas qu'il y ait autant de recherche artistique, de peinture. Et c'était vraiment l'idée on va dire, on essayait en tout cas de frôler ce rêve ensemble. Tu as bonne mémoire. Je ne me souvenais pas du tout de toutes les dates. Justement, la prochaine question était pour vous par rapport à cette rencontre. Quand vous êtes sollicité par Diane, par Jean-Jacques, et justement ce tournant-là des arts ludiques, de l'industrie créative qui est de plus en plus présent sur le devant de la scène, qu'est-ce que ça vous évoque à ce moment-là, au début des années 2000? Diane en parlait. Je crois que c'est utile et c'est grâce en grande partie au cinéma et au making-of qui accompagnent les films et même les jeux vidéo que l'on mette des visages et des noms sur les créateurs qui sont derrière, qui sont une multitude de personnes tout aussi géniaux les uns que les autres. Et c'est grâce à ça que je crois qu'il y a une prise de conscience que les images n'apparaissent pas comme par magie à l'écran. Bon, vous qui connaissez un peu le métier, vous savez, mais le grand public ne se rend pas compte de l'énorme travail qui est accompli en amont d'une sortie cinéma. Et c'est des centaines de métiers différents. Ce sont des gens passionnants, passionnés, créatifs, agiles, réactifs. C'est tout un milieu qui œuvre à ces choses-là. Et puis de voir une forme de reconnaissance de tout ce boulot qui est fait, c'est toujours très réjouissant. Et c'est aussi, j'espère, et je crois que c'est le but de Jean-Jacques et de Diane, c'est que ça puisse faire des émules, que les personnes plus jeunes qui chercheraient un chemin dans les métiers créatifs puissent se dire « Ah, mais voilà, ce type-là ou celle-là, je me vois à sa place ». Et c'est très, très important, puisque ces points de contact et ces ponts entre des adultes professionnels qui travaillent et des jeunes qui cherchent, ce n'est pas toujours évident à construire. Et ces métiers-là dont vous parlez, qui fourmillent, d'autant plus à l'échelle à laquelle vous les rencontrez, vous en faites la première expérience au contact de Peter Jackson, quand vous travaillez autour de l'adaptation du Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur cette expérience? Ouh, ça remonte. Quelques mots, j'ai dit. Oui, quelques mots. Non, on a une nuit de 1998, le téléphone sonne, genre 2 heures du matin. Et puis c'était la Nouvelle-Zélande au bout du fil. Et puis tout est parti de là, finalement. Ça semble banal, mais c'était une aventure. À l'époque, je ne savais pas où était la Nouvelle-Zélande, qui était Jackson et à quoi on s'engageait, mais on est parti quand même. Et puis finalement, c'était devenu une aventure qui s'est prolongée très longtemps. Ça a duré 8 ans 8 ans en tout en Nouvelle-Zélande. Ouais. Il y a des gens qui ont déjà été. Je vous le conseille. Hein. Ah ben voilà, bravo. C'était, comment dire, je ne sais plus comment répondre, puisque je ne m'attendais pas du tout, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit un succès. On espérait avoir un résultat honnête. Mais c'est clair que lorsque un projet tel que Le Seigneur des Anneaux passe sous vos yeux, vous vous accrochez au train ou vous renoncez peut-être à quelque chose d'intéressant. Et j'en parlais tout à l'heure en préambule, un des fils rouges de cette exposition, c'est l'imaginaire médiéval. On a déjà parlé des contes, des mythes. Diane, Jean-Jacques, pourquoi choisir ce prisme pour montrer le travail de John et qu'est-ce que ça vous permet de souligner ?
C'est vrai que, comme on l'expliquait, dans ce côté transmission, c'est vrai qu'avec Diane, on a la chance par exemple, donner des cours à l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, qui est à Guingamp, c'est pas très loin. Mais c'est intéressant parce que ça forme les futurs dirigeants des institutions culturelles. Et donc, on leur explique ce qu'est l'art ludique, ces artistes qui dessinent pour divertir, mais qui, en dessinant, dessinent souvent les images les plus marquantes de notre siècle. Et c'est vrai que on entend souvent la fantaisie, la romantésie, etc. Il y a des terminologies. Or, la fantaisie, si on prend le dico, c'est un genre littéraire qui mélange les légendes, l'imaginaire, les mythes et le merveilleux. Mais c'est vrai que, du coup, d'une certaine façon, c'est un peu un mot valise. Et on avait envie de donner un ancrage. L'imaginaire médiéval, d'un seul coup, ça date les choses. C'est entre le 5e et le 15e siècle. Et c'est d'une certaine façon en grande partie là où tout se passe. Précédemment à ça, c'est des transmissions par Barthes, par oral, et puis les moines copistes qui prennent un relais. Mais on avait envie, puisque certaines légendes sont tellement présentes en nous, comme les chevaliers de la table ronde, que plein de gens pensent qu'elles ont vraiment existé. Donc on avait envie effectivement de restituer un petit peu ce témoignage, cette transmission auquel John participe, puisqu'il fait perdurer ces transmissions. C'est en ça que les artistes figuratifs, narratifs sont fondamentaux pour transmettre aux générations futures. Et ce qui est génial, c'est de voir que la terminologie de la Terre du Milieu, elle vient du 8e siècle, que les Eddas, le Kalevala, enfin tout ce qu'on peut découvrir dans l'expo, il y a une vraie richesse. Et non seulement, c'est vrai qu'on a envie de susciter des vocations à travers un public jeune et tous les innombrables métiers de ces industries créatives, mais bien sûr s'intéresser et se passionner pour l'histoire et l'histoire de l'art en particulier. Et en plus, on est en Bretagne. En plus de ça, non, mais c'est vrai que voilà, enfin, je pense que tout est réuni ici, et si si on a le temps de pouvoir lire un peu ce qu'on a essayé d'écrire, je pense que ça peut ouvrir des portes, parce que c'est tellement vaste, mais cet imaginaire médiéval, je pense qu'il est fascinant. C'est vrai que Tolkien a su s'en emparer et réécrire une mythologie exceptionnelle avec génie, qui est quasi contemporaine en termes d'écologie, en termes de plein de choses. Mais c'est vrai qu'il utilise des ingrédients, des personnages, l'anneau en or, le dragon sur le trésor, etc., qui ont existé dans nos mythologies ancestrales. Et c'est intéressant justement d'en découvrir les origines, les racines, parce que c'est nos racines. Et c'est en ça qu'on voulait effectivement montrer à quel point les artistes contemporains du cinéma sont ceux qui font perdurer ce patrimoine ancestral. Qui le font perdurer et qui le complètent aussi, parce que c'est vrai qu'on a cet ancrage mythologique ancestral, mais des artistes comme John permettent de vraiment compléter ces images qu'on peut tous avoir dans la tête et de construire des nouvelles mythologies, ou en tout cas de les enrichir. C'est plus que compléter, c'est un créateur d'univers. C'est vrai que comme on le sait notamment sur Tolkien, parce qu'il ne fait pas que Tolkien, mais Tolkien ne décrit pas toujours les personnages comme le Balrog ou les cités, etc. Et du coup, ça laisse à un artiste comme John presque une carte blanche pour créer les personnages. Donc John, c'est un créateur d'univers et beaucoup de choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que pas mal de gens connaissent Le Seigneur des Anneaux à travers le cinéma, souvent. Et donc, quand ils viennent voir l'expo, ils reconnaissent des œuvres qui sont celles de John. Et c'est intéressant de voir à quel point John est un prolongement pictural de l'œuvre littéraire, puisqu'il peint des choses qui ne sont pas décrites dans le livre. Et donc, il donne vie à des personnages, il crée des cités qui sont son imagination. Avec, je dirais, après c'est lui qui va en parler, mais son réalisme, parce qu'il a une culture, une bibliothèque démentielle, enfin voilà, et une passion pour cet univers-là, qui est là aussi dans les racines de l'imaginaire médiéval. Ce qui est toujours plus intéressant que ce que dit un auteur, c'est ce que l'auteur ne dit pas. C'est là où on a de la place pour... Oui, et puis Jean-Jacques évoque le Balrog, mais je crois que c'est vrai aussi de Smaug, par exemple, le dragon. Comment est-ce qu'on crée un personnage physiquement, esthétiquement et graphiquement ? Là, on est dans un débat de spécialistes presque, puisque j'ai toujours conçu cette créature non pas comme une créature biologique, mais plutôt comme un personnage complexe, avec une longue histoire, mais qui a juste la forme d'un dragon. Donc la forme elle-même n'est pas le plus important.
Le plus important, c'est de tenter de saisir l'essence, le fond même de ce genre de personnage. Et aussi d'aller chercher chez l'auteur quelles étaient ses propres sources à lui. Pourquoi ce dragon? Pourquoi un dragon? Pourquoi est-ce que le dragon est sur le trésor? Et ainsi de suite. Toutes les questions qui tournent autour de l'essence même du dragon sont résumées justement dans ce personnage de Smaug, qui serait peut-être à la limite le tout dernier des dragons à l'ancien et le tout premier dragon de la littérature fantastique moderne. Et je crois que Diane évoquait tout à l'heure le terme. On parle parfois de concept artiste et on vous qualifie de concept artiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, puisqu'il n'y a pas un véritable mot en français pour le traduire. Le concept artiste est une personne qui aide le metteur en scène à créer un univers dans lequel il va devoir évoluer pendant le tournage d'un film qui peut durer quelques années. Donc, notre travail à nous, c'est de l'aider à transformer les mots en images. Même quand parfois il n'y a pas de mots. Même parfois il n'y a pas de mots. C'est très très souvent, comme pour Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, au départ, il n'y a rien. Il faut tout inventer. Comme c'était fait en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas des châteaux et des ruines qui traînent un peu partout où on peut aller tourner. Donc ce n'est pas une opération comme Game of Thrones, il fallait tout créer. Donc ça veut dire créer des cultures fictives, néanmoins convaincantes, et de réussir à donner vie à cet univers qui est tellement complexe et détaillé. Donc ça, c'est le travail que l'on fait. C'est à la fois, s'il y a une œuvre littéraire au départ, c'est de respecter l'œuvre, ne pas le trahir. Ensuite, il y a le script, donc, qui est écrit par le metteur en scène, en l'occurrence. Et troisièmement, il y a ses propres envies et ses propres visions et ses propres idées et son imaginaire. Donc on essaie de faire un mélange de tout ça pour aider justement le metteur en scène à créer son univers. Et pour faire court. Et tout ce dont on parle tout à l'heure, c'est très lié aux nouvelles technologies et notamment à l'émergence du numérique. Comment est-ce que vous avez pris ce virage-là? Parce que c'est vrai qu'on l'a un peu abordé au début. J'ai dit que ça faisait longtemps que vous dessiniez, mais vous avez aussi travaillé uniquement sur du papier. Là, depuis quelque temps, vous faites les deux, sur support papier et en numérique. Comment est-ce que vous avez pris ce virage-là? On a eu beaucoup de chance puisqu'on était sur la production du Hobbit quand le tout numérique est arrivé. Et puis là, on apprend grosso modo sur le tas. Hein. C'est un outil, rien de plus qu'un outil. Et le propre de chaque outil est de réussir à faire ce que vous voulez et non pas ce que l'outil vous impose. Donc c'est une progression naturelle. Et puis maintenant, on ne sait plus du tout comment on faisait à l'époque sans ça. Hein. Donc du coup, ça fait partie intégrante de ce métier. Ceci dit, il y a une chose qui ne change pas, que ce soit traditionnel ou numérique ou autre, c'est que c'est un métier qui a besoin de gens qui sont créatifs, agiles, réactifs, capables de réfléchir vite, de créer vite. Et ça ne change pas, quels que soient les outils qui deviennent plus complexes ou qui sont plus difficiles à acquérir. Mais est-ce que vous diriez que ça a quand même changé des choses dans votre pratique? Est-ce que ça vous a ouvert des portes sur des choses que vous ne faisiez pas du tout? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez arrêté de faire certaines choses quand vous vous êtes mis à faire aussi du numérique? J'essaie de garder quand même un équilibre entre les deux. J'apprends le 3D, mais bon, il faut avoir l'occasion de le pratiquer et ça vient pas tout le temps. Mais non, tout est question d'équilibre. Je crois qu'il ne faut pas non plus... je suis autant... je trouve aussi curieux ou je suis autant un peu terrifié par les gens qui refusent le numérique que par les gens qui n'ont jamais touché un crayon. Je crois qu'entre les deux, il y a un équilibre à trouver. Il faut maîtriser les outils. Et c'est clair que maintenant, on va beaucoup plus vite.
C'est beaucoup plus facile à rectifier, c'est beaucoup plus un outil d'étape intermédiaire. Et aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est vraiment un vecteur de ces codes de la fantaisie, de l'imaginaire médiéval auprès de tous les publics et des jeunes publics en particulier. Est-ce que vous avez déjà été sollicité par ce monde-là? J'ai fait un peu, pas beaucoup, pas énormément encore, mais c'est en tout point semblable à une production cinéma de nos jours. Les budgets sont conséquents. Le temps d'approche de pré-production peut être très long. C'est presque le même métier, concepteur, non pas du gameplay comme on dit, mais des visuels. Ça peut être exactement comme au cinéma. Et ce que vous avez beaucoup fait, en revanche, ce sont les jeux de plateau. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai un ami en Angleterre qui en fait. Mais là, c'est de l'illustration. Donc, c'est très, très traditionnel. Et c'est un des bonheurs d'un métier comme celui-ci, c'est qu'on peut naviguer entre des grosses productions où il y a des milliers de personnes et le travail de bénédictin tout seul dans son coin qui peut durer des mois sans parler à quiconque. Donc c'est très agréable de naviguer entre les deux. On fait aussi je fais aussi des classes. On travaille aussi beaucoup dans d'autres domaines aussi, dans le domaine culturel. Enfin, on ne sait pas, le dessin est un drôle de truc, hein, puisque on dessine, puisqu'on ne sait pas très bien quoi faire d'autre. On est poussé par un désir de partager et de communiquer. On ne sait pas écrire, on ne sait pas parler. Par contre, le dessin semble apporter quelques réponses. Et après, on ne sait pas du tout où ça mène. Donc si on m'avait dit au départ, quand j'avais 16 ans, là où ça allait mener, ben j'aurais peut-être fait autre chose, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Le dessin mène à tout. Diane, Jean-Jacques, on parlait à l'instant de cette place du jeu vidéo et aussi de la prépondérance de l'imaginaire médiéval et de la fantaisie dans ces industries créatives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de ça ? Pourquoi c'est aussi prégnant ? C'est prégnant comme dans le cinéma, comme dans nos vies, en fait. Finalement, dans toutes les industries créatives et dans le jeu vidéo particulièrement, les mythologies, les légendes, les créatures, tout ce qui façonne à un moment donné notre imaginaire prennent vie et on a envie de jouer avec. Donc, quand on est sur du God of War, du livre, enfin, on est dans de la mythologie, on est en plus, on joue son propre, enfin, on joue un personnage, c'est-à-dire qu'en plus dans le jeu, on joue. Enfin, il y a aussi quelque chose comme ça qui vous prend. C'est comme si enfant, quand on lisait l'Iliade et l'Odyssée, on s'inventait comme ça, on s'imaginait à un moment donné personnage prendre vie au milieu des pages. C'est encore plus présent dans le jeu vidéo. Et dans League of Legends, par exemple, pour ceux qui connaissent également, là, on mêle et les légendes et en même temps des nouvelles créatures. C'est vrai que c'est des centaines et des centaines de créations de personnages. Donc c'est une nouvelle mythologie. C'est une mythologie moderne, c'est une mythologie actuelle, mais qui prend toujours source dans nos mythologies, dans nos légendes. Donc on est toujours comme ça dans ces racines vraiment de l'imaginaire. On est ancré dans la réalité, dans cette réalité complètement fantastique. On se reconnaît, puisqu'on reconnaît évidemment, on reconnaît à un moment donné les personnages, on reconnaît ceux qui nous ont façonnés, passionnés petits. Et en même temps, il y a cette créativité débordante des industries créatives, du jeu vidéo, qui fait qu'on prend vie. Et c'est pour ça que le jeu vidéo aujourd'hui, en tout cas, on va dire, sont très forts particulièrement et n'ont de cesse de travailler sur nos contes et légendes et vont continuer à le faire. Donc il y a tellement de choses sur le jeu vidéo. C'est vrai que le jeu vidéo maintenant c'est 3 milliards 200 millions de joueurs, donc c'est de très très loin, ça dépasse l'industrie du cinéma et de la musique réunie, et 95% des 10-21 ans jouent aux jeux vidéo.
Donc si on veut transmettre, si on veut communiquer aux jeunes, c'est justement pas en leur disant je joue pas aux jeux vidéo, c'est en leur montrant la richesse d'artistes comme John, la créativité, c'est en leur montrant qu'à la base de ce qu'ils aiment, c'est tout d'abord un crayonné, c'est tout d'abord une esquisse, c'est tout d'abord une aquarelle, et que ce qu'ils aiment d'une certaine façon, c'est de l'art. C'est en ça que cet art et cette transmission sont importants. Dans le jeu vidéo, on parlait de God of War rapidement, enfin, les contes et légendes, la véracité culturelle, éducative, elle est prégnante. Quand Ubisoft fait Assassin's Creed, là aussi, ils ont des preuves d'histoire. Enfin, c'est fascinant. Donc je pense que c'est ce qui est intéressant, et je pense que cette expo le reflète particulièrement, c'est de voir à quel point, effectivement, on peut parler à un large public transgénérationnel, et c'est très important on essaye, c'est un combat qu'on mène, hein, c'est pas encore gagné, parce qu'il y a toujours un peu voilà, les sachants un peu dédaigneux, mais c'est en train de changer parce qu'ils se rendent compte que finalement ils sont dépassés, et souvent ils finissent par ramer derrière. Mais c'est vrai que c'est fondamental de pouvoir s'adresser à un large et jeune public en leur disant regarde le jeu vidéo, mais regarde ce qu'il y a à la base, regarde l'esprit culturel, l'esprit artistique, l'histoire de l'art. Et je pense que pour nous c'est une vraie passion, et je trouve que cette exposition-là reflète particulièrement cet esprit. C'est surtout des différentes portes d'entrée qui sont importantes en fait. Il faut savoir respecter et comprendre les générations. Les adolescents ne se trompent pas en jouant aux jeux vidéo et en aimant Assassin's Creed. Ils ne se trompent pas en jouant la Terre du Milieu, et ça va les mener dans cette exposition, et ils vont sortir avec le livre de Tolkien. Peu importe aujourd'hui par quelle porte d'entrée on découvre Tolkien. Le tout, c'est à un moment donné d'avoir envie de le découvrir. Et si on le découvre plus tard, c'est pas grave. Si on l'a découvert à travers le cinéma, à travers le jeu vidéo ou à la littérature. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est cet enseignement-là. C'est de dire à ces nouvelles générations ce que vous aimez, c'est beau. Ce sont nos mythologies, ce sont de grands artistes, venez les rencontrer, et en même temps ce sont aussi les métiers d'avenir. Donc ça c'est très très intéressant, et il y a toujours quelque chose de fascinant dans nos expositions que moi j'ai toujours aimé, c'est aussi de laisser les gens dessiner, c'est de les laisser s'asseoir, dessiner, prendre leur temps. Le dessin c'est la liberté, et j'ai toujours été un peu perplexe de voir que dans tous les grands musées on interdit aux gens souvent de dessiner, et c'est ça la liberté aussi, c'est de pouvoir entrer dans une exposition et d'avoir envie de dessiner. Donc, et dans ce type d'exposition, on voit les gens dessiner, et c'est exactement ce qu'on avait envie, en tout cas, de rendre en tout cas au public l'envie de dessiner. Donc si je comprends bien, dans ce que vous dites là, l'univers de John, les récits de Tolkien, l'imaginaire médiéval, ça nous parle d'un passé qui est borné, on l'a dit tout à l'heure, entre le 5e et le 15e, mais ça nous parle aussi de nous, de maintenant, de ce qui nous intéresse et de ce qu'on continue à créer. John. Chacun son tour. Oui, c'est clair que le contexte visuel est traçable, en quelque sorte identifiable. Les sources sont disponibles à tout un chacun. Ceci dit, les questions qui sont soulevées par ces histoires que l'on met en scène dans la peinture et dans le dessin sont très actuelles malgré tout. Ce sont des histoires humaines. Donc du coup, l'apport du fantastique, c'est de faire oublier en quelque sorte qu'on est en train d'apprendre peut-être quelque chose sur nous-mêmes. Le temps de suspendre le sens critique, le temps d'entrer dans des mondes à la limite révolus, mais néanmoins actuels, et qui sont aussi autant de fenêtres ouvertes sur ce qui nous rend humains. C'est vrai qu'en regardant cette expo, je pense que ça répond à des choses qui résonnent en nous, que ce soit
à découvrir que Tolkien a effectivement fait la guerre et que ça lui a inspiré une des séquences majeures de son livre dans Le Marais des Morts, etc., que ce soit effectivement la référence à l'écologie dans la salle de la nature. Et c'est vrai qu'on a intitulé cette salle « La nature joue le rôle principal ». Or, c'est vrai que dans l'imaginaire médiéval, la nature est fondamentale. Elle est à l'origine de tout. Et ça, on l'oublie souvent. Et c'est aussi, à l'époque de Tolkien, la révolution industrielle qui commence à un peu tout détruire, l'artisanat. Et du coup, c'est vrai que on comprend mieux cette révolte des arbres qui viennent des ants. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça résonne dans leur époque, mais ça résonne dans la nôtre. Et encore une fois, dans cet univers de transmission, on voit qu'à toutes les époques, d'une certaine façon, on est confronté à des problématiques qu'on peut se transmettre pour réagir et pour se dire ah ouais, déjà ils avaient ça, ils avaient cette révolution qui a détruit tout, enfin voilà, les machines, et que détestait d'ailleurs Tolkien, et je trouve que c'est magnifiquement réinterprété par John, qui crée ces univers là, et qu'on voit qu'à toutes les époques il y a des dialogues qui peuvent se faire, et ça peut nous donner des prises de conscience. Il y a aussi cette exposition, j'aimerais beaucoup le qualifier de scénographie instinctive, parce que Jean-Jacques et Diane ont mis ensemble les images qui leur semblaient collées ensemble. Comment justifier chaque choix? Ça ne se justifie pas forcément, sauf que ça crée des résonances et des points de contact. Et l'ensemble de cette exposition, je le vois comme une forme de dialogue, comme une forme de proposition, comme une forme de... Et si, par exemple, on mettait ces 40 dessins ensemble, qu'est-ce que ça dit dans une salle ou dans une autre? Et ça, pour moi, c'est extrêmement important, puisque du coup, on n'est pas dans une progression chronologique, la vie de quelqu'un qui dessine. On est dans quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel et beaucoup plus proche, je trouve, beaucoup plus proche du public. Alors, je ne sais pas pour vous lancer des fleurs, mais j'en lance quand même. Je me promène dans cet espace et donc je reconnais les dessins, puisque je les ai faits, mais je n'ai pas l'impression d'être dans un accrochage de mes œuvres. J'ai l'impression d'être dans une succession d'univers, d'ambiances, de couleurs, de lumière, de rencontres, de situations, de récits, tous fragmentés, mais tous assemblés de nouveau dans quelque chose qui, curieusement, est cohérent. Enfin, je suis très content, en fait. Mais c'est simplement pour dire qu'on a... Et je vois aussi qu'on n'a pas voulu fatiguer un public, on n'a pas voulu exposer une espèce de chronologie. On voulait mettre en valeur des moments forts, des rencontres inédites, des différentes ambiances, que ce soit de couleurs ou de tension. Enfin, c'est une proposition à des rencontres. Et ce qui me ravit beaucoup, c'est le simple fait qu'on provoque des rencontres entre deux choses uniques. Chaque personne dans le public et chaque œuvre, toutes ces choses-là, ce sont des choses uniques. Que ces deux choses se trouvent face à face et qu'il y a un moment de communication ou de rencontre ou de point de contact, c'est ce qui nous rend profondément humains. Et c'est pour ça que je suis ravi. Donc voilà. Mais c'est très fort parce que là, tour à tour, en parlant à la fois de la réactualisation de sujets anciens ou bien de cette place du public dans une déambulation subjective, vous remettez les publics au centre, et c'est très très important dans une exposition, et en général pour présenter un sujet, une œuvre, un artiste, c'est fondamental aussi, que ce soit pour nous, je crois que c'est aussi au cœur de votre démarche, donc le fait que ça rejaillisse dans votre discours, c'est, je crois, assez parlant. Mais je crois qu'il y a de la valeur à mettre en avant les choses qui sont hors du temps, puisqu'ils sont de tous les temps. Donc, on a beau évoquer l'imaginaire médiéval, c'est un raccourci. On parle de Tolkien, c'est aussi une forme de vite communiquer quelque chose d'essentiel. Puisque si on va regarder derrière Tolkien, derrière l'imaginaire médiéval, qui est là, finalement, nous tous. Mais c'est important de le redire.
Et peut-être, John, pour terminer, donc cette exposition vient d'ouvrir ses portes. On ne va pas du tout se hâter de la refermer, mais en parallèle de cette exposition qui se tient donc jusqu'en janvier, quelles sont vos actualités? Oh mon Dieu, j'ai un peu de mal à suivre. J'ai quelques projets de livres en cours. J'ai terminé pour l'instant le travail sur la saison 2 des Anneaux de pouvoir. Et on va voir ce qui va se passer par la suite. On fait aussi beaucoup dans la culture. Et on a 2-3 projets dont je ne peux pas trop en parler dès maintenant, mais c'est oui, beaucoup plein de choses projets à venir. Pardon? Plein de projets à venir. Oui, plein de projets à venir. Et puis ces petits séjours en Bretagne pour justement venir voir les trucs que je ne vois pas à la maison. C'est très plaisant. Merci. Eh bien, maintenant, on va vous laisser la parole. Si vous avez des questions, on va faire tourner un micro. Donc la question porte sur l'héritage de Tolkien, si j'ai bien compris, et au moment de la réalisation des films avec Peter Jackson, si John a pu avoir des échanges avec les héritiers et savoir ce qu'ils ont pensé de cette mise en image des textes de leur aïeul. C'est ça? C'est une excellente question à laquelle je ne vais pas me risquer à répondre. À l'époque des films de Jackson, Christopher était déjà très âgé et je ne sais pas du tout. Donc le fils de J.R.R. Donc je ne saurais pas vous répondre. C'est clair qu'on aimerait croire que ça lui aurait plu, mais on ne peut pas se mettre à sa place. Par contre, j'ai eu des échanges avec Christopher Tolkien à l'époque où j'ai fait la première carte de la Terre du Milieu. Des échanges absolument cordiaux, si vous voulez, mais sans plus, non. Je suis désolé de ne pas pouvoir apporter une réponse beaucoup plus détaillée, mais je ne sais pas du tout. Oui, bonjour. Le lien entre l'image et l'écriture est pour moi une façon de développer ou d'appuyer mon imaginaire. Et vous y avez répondu d'une certaine façon en disant que la façon dont les photos, dans les images ont été exposées, enfin votre œuvre a été exposée, elle a été de façon je dirais collégiale, puisque vous avez participé à un assemblement dans lequel il m'a été difficile de me repérer. Donc ce lien entre je me souviens quand j'étais gosse, ma mère dessinait avec de l'encre et en face j'avais l'aide du texte pour appuyer ma pensée. Le premier livre que j'ai vu, c'était Le Petit Prince, où il y avait des Simons et moutons. Donc là, j'étais embêté déjà, parce qu'il y avait la caisse, il n'y avait pas le mouton dedans. Et donc ce lien entre l'écriture et l'œuvre, comment est-ce qu'elle est importante ou pas, ou comment on s'en sort de ça? Enfin, vous voyez le sens de mon propos. Pour apprécier cette exposition, m'a manqué le lien. On a vu plusieurs œuvres en fait. Il y avait Tolkien, il y avait d'autres. Alors il y a le médiéval qui nous relie à ce que vous faites, mais pour moi c'était pas suffisant. Voilà, c'était juste. Donc vous vouliez plus de texte? Ouais, je sais pas, non, il me manquait dans l'expo. Alors le texte il y en avait plein, mais il expliquait qu'elle le guide quand on était ensemble là. Il a dit quels sont ceux qui ont lu Tolkien, quels sont ceux qui ont vu le film. On n'était pas très nombreux. Hein, donc, et c'est elle-même qui apporte, je dirais, une question qui nous relie à ce que vous exposez. Donc, à l'intérieur même de... Mais je crois que c'est le propre du réalisme narratif d'être relié à une histoire. Parfois, c'est un texte, parfois, c'est une tradition orale. C'est clair que lorsque l'histoire n'est pas explicite, ça laisse un peu l'image navigue un peu en solitaire. Mais hormis les auteurs, je regarde autour en fait, hormis les auteurs modernes qu'on ne pourrait pas forcément repérer,
on a tenté de faire aussi par salle une forme d'ambiance qui collectivement participe à un récit qui n'est pas dit. Mais je comprends. Si vous avez envie d'attacher à chaque image un récit, ce serait possible. Sauf que ce serait fastidieux aussi pour la plupart des visiteurs. Je crois qu'on a surtout tablé sur quelques grands thèmes un peu transversales qui traversent les images qui sont ici, et aussi de montrer un peu l'éventail des possibilités depuis le numérique, enfin traditionnel au numérique, illustration au concept art, des œuvres plus appuyées sur l'histoire, d'autres plus appuyées sur le fantastique, et ainsi de suite. Donc on espère avoir fait présenter un tour de cette imagerie-là. Vous voyez, finalement, ça se bouscule. Oui, alors, excusez-moi. Alors, ce ne sera pas pour Monsieur O, ma question, pour le coup, parce qu'effectivement, son travail est passionnant, le lien avec l'époque médiévale européenne l'est aussi, mais j'ai remarqué, et c'est fabuleux, que depuis ces dernières années, il y a d'autres types de mythologie et de fantaisie qui ressurgissent un peu sur le devant de la scène, avec l'afrofuturisme par exemple, ou la fantaisie qui vient plus d'Asie, etc. Et je voulais savoir s'il était prévu justement en France d'inviter ce type d'artistes, des artistes qui ont des intérêts qui viennent d'autres en fait, imaginaires que celui auquel on est habitué. C'est un peu notre combat depuis 20 ans. Hein. Quand on avait créé cette petite galerie sur l'île Saint-Louis, c'est parce qu'on n'avait pas de sous déjà. On voulait faire un musée, mais on n'avait pas de sous. Ce n'était pas une galerie spéculative. Moi, je bossais à côté et Diane ne s'est pas payée pendant 7 ans. C'était parce qu'on avait envie de dire, mais ces gens-là méritent d'être exposés. Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, personne n'exposait les gens du jeu vidéo. Et on a fait Moebius, Giger, enfin... tous ceux que j'ai cités. Et bien sûr, quand on a fait Miyazaki est très ancré sur les contes et légendes ancestraux, principalement, mais pas que, Satoshi Kon, etc. C'est vrai qu'on essaie de se battre. On a créé notre premier musée à Paris, qui a eu un énorme succès, mais on a été obligé, à cause de l'actualité, de déménager et on essaie de trouver un autre lieu. On essaye de faire bouger les lignes, en fait, parce que, comme je disais, je pense que c'est fondamental. Je pense que des artistes comme John sont des artistes majeurs qui, justement, réconcilient un large public transgénérationnel, font vraiment rêver et suscitent des vocations comme des passions, et qu'effectivement, il y a d'autres mythologies un peu partout. Alors, les Japonais, les Chinois, les Anglais, enfin les Américains, il y a plein de gens un peu passionnants, que c'est un univers international, et on essaye de se battre pour avoir cette reconnaissance qu'on n'a pas toujours. On a plein de musées d'art conceptuel, enfin, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais à Paris notamment, on n'a que ça. Et c'est vrai qu'on essaye qu'il y ait au moins un courant artistique parallèle, parce que, encore une fois, la France notamment, le premier genre cinématographique français à l'export, c'est l'animation, de très très loin. Or, on n'a pas un musée, on n'a pas une reconnaissance envers nos artistes. On est le 3e pays au monde en termes d'animation, le 3e pays au monde en termes de jeux vidéo. Et ça, visiblement, ça n'intéresse pas encore les autorités ou culturelles, alors que ça passionne les jeunes, alors qu'on voit, enfin, des expos comme ça passionnent tout le monde. Donc on se bat, mais bien sûr, et si on a l'opportunité de le faire, on essaiera d'amener toutes ces merveilleux artistes et ces merveilleux contes et légendes. Oui, on travaille au quotidien avec eux. On continue on a travaillé énormément avec Mamoru Hosoda, avec aussi tous les caractères designers et concept artistes de cette génération. C'est vrai que ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, pour monter de telles expos, il faut beaucoup de temps, il faut passer évidemment de nombreuses heures au sein des studios ou avec l'artiste. Après, il y a aussi le lien. On a vraiment envie de montrer aussi du traditionnel. Il y a aussi, quand on est en Asie, il y a aussi une différence avec. Parfois, on a du mal à trouver le traditionnel. Il y a aussi ce type de choses qui sont très importantes.
Mais effectivement, nous, on a toujours montré, en fait, que ce soit et à la galerie et au sein du musée, ou même dans des médiathèques, on faisait des conférences, on va dire toutes les influences, toutes les références de l'art ludique, qu'elles soient en tout cas européennes, asiatiques ou de l'Amérique du Nord, enfin des États-Unis ou autres. C'est vraiment un art international. Donc on puise à un moment donné, voilà, on raconte l'histoire, on puise nos sources un peu dans le monde entier. Donc c'est quelque chose qu'on suivra toujours. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on a rencontré le ministère, je crois, des Affaires étrangères et de l'Europe nous a demandé de rencontrer des créateurs africains de jeux vidéo. Donc, parce qu'on a quand même un background là-dessus. Et c'est vrai qu'on discutait avec eux, ils sont venus à Paris. Et c'était génial. Et on leur disait, ce qui serait génial, c'est que vous puissiez mettre en scène dans vos jeux les contes et légendes africaines, parce qu'il n'y a pas finalement la transmission. Or, il se trouve qu'effectivement, ils sont principalement là-dessus. Et comme on le disait, ces industries créatives peuvent permettre de transmettre finalement les contes qui se transmettent de façon ancestrale en Afrique et qu'on découvre ça, comme on l'a fait un peu en Asie avec des Miyazaki, des Mamoru Hosoda. Mais je pense qu'effectivement, ces nouvelles technologies associées à des artistes comme ça, comme ces créateurs africains, peuvent vraiment nous permettre de conserver ce patrimoine. Et je racontais cette histoire, mais c'est vrai qu'on vient de découvrir, enfin il y a 1 an et demi, une caverne en Indonésie dans laquelle il y a la première peinture de l'histoire de l'humanité. Je crois qu'elle est datée entre 45 000 et 60 000 ans. Ils n'arrivent pas tout à fait à être précis, donc c'est bien antérieur à nos merveilleuses grottes préhistoriques. Et ce dessin représente une chasse avec des créatures qui chassent, des petits sangliers et tout. Et les créatures sont des thérianthropes, c'est-à-dire que ce sont des hommes à tête d'animaux. C'est-à-dire que ce sont des créatures mythologiques. Et ça veut quand même dire que le premier dessin et la première peinture de l'histoire de l'humanité, c'est un dessin de ce qu'on appelle la fantaisie d'une certaine façon. Donc c'est vraiment important de le prendre en considération, de dire que quand je parlais de l'aube des temps, la première peinture de l'histoire, elle illustre un conte et légende. Voilà. Bonjour à vous. J'ai une question pour vous trois. Vous qui, par votre différents travaux, partagez la passion de la fantaisie, je pense que beaucoup comme moi ont aimé découvrir les légendes, les mythes, les contes. Aussi vous, Monsieur O, dans les documentaires à la recherche du Hobbit, vous voyagez dans différents mondes. Est-ce que votre travail permet ou vous aide à vous enfuir ou à découvrir un nouveau monde dans lequel on aimerait vivre ou s'échapper le temps d'un instant ou plus longtemps? Oh, échapper, je ne sais pas. Je suis très myope. Hein. Sans mes lunettes au Moyen-Âge, non merci. Non, je crois que entre évasion et instruction, il y a beaucoup de parallèles et je crois que c'est un peu le but que l'on cherche avec ce genre d'exposition et forcément que j'aurais en tête si j'y réfléchissais en dessinant et en peignant, c'est que tout ça, tout ce qui est accroché ici, c'est le véhicule. Ce que transporte le véhicule, ce sont des choses beaucoup plus importantes, des questions qui sont d'ordre de l'humain, en quelque sorte. Et pourquoi ne pas me remonter aux sources pour démontrer que finalement ces préoccupations, et c'est ce qu'on avait voulu faire avec les séries chez Arte, c'est de montrer que les préoccupations ne nous quittent pas. Les temps changent, le visuel change, le merveilleux s'installe avec l'éloignement de l'histoire, mais les préoccupations restent les mêmes. Et j'avoue que c'est une question à ce moment-là qui est personnelle, c'est que j'ai envie de dessiner ces choses-là, donc je le fais.
Pour quelle raison j'ai envie, je ne saurais pas vous dire, mais ça m'apporte quelque chose, puisque j'ai le sentiment que non seulement je peux toucher à quelque chose qui est hors du temps et qui est donc de façon permanente actuelle. C'était une réponse? Je ne sais pas. C'est toujours compliqué à dire pourquoi on fait ce qu'on fait. Je serais partisan de l'interdiction des artistes de parler de leur propre truc. Il devrait y avoir un ordre du juge qui les empêche de s'en approcher à moins de 200 mètres. Mais on est toujours tenté d'exprimer ce que le dessin ne peut faire, au même titre que le dessin exprime ce que les mots ne peuvent pas dire. Donc on est sans cesse en train de naviguer dans cette eau un peu entre deux mondes. Toujours en train de raconter des histoires. C'est ce qui relie les deux. Mais ça renvoie à la raison pour laquelle je dessine et je ne fais pas autre chose, c'est que c'était motivé par un besoin de communiquer dans l'impossibilité de le faire par des moyens traditionnels, c'est-à-dire parole et écriture. Donc, j'ai pu trouver quelque chose qui me convenait dans le dessin. Ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que le dessin est simplement une forme de quête et qu'il n'y a pas vraiment de réponse, mais que l'intérêt, c'est justement de continuer de chercher. C'était une réponse. Connaissant un peu ta façon de travailler, ce que je trouvais aussi intéressant, parce que j'ai dessiné autrefois, j'ai fait des études de dessin, mais c'est que tu fais pas un crayonné assez bien foutu et tu mets la couleur derrière. Il t'arrive souvent dans tes illustrations, alors qu'elles sont ultra léchées et que la lumière est démentielle. Donc je me suis dit, il connaît tout par avance de ce qu'il va faire, parce que c'est tellement... Or, ce que je sais, c'est que quand tu te mets dans une peinture, tu commences, mais tu ne sais pas exactement encore tout ce que tu vas mettre en termes de lumière, en termes de personnages. Donc c'est une espèce de voyage que tu fais où tu te laisses une liberté. Ce n'est pas crayonné avant et peint par la suite. C'est un espèce de voyage que tu fais toi-même, ce qui est quand même une spécificité, je trouve. Un dessin fini ou une peinture finie n'a plus aucun intérêt pour la personne qui l'a faite. Parce que toutes les questions ont été posées, toutes les réponses ont été apportées. La peinture, elle est ce qu'elle est. Le plus intéressant, c'est justement de ne pas savoir ce qu'on va faire. Et c'est là où on découvre quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où ça va mener, et c'est justement ce cheminement qui est important. Je ne veux pas non plus en faire une monstrueuse question philosophique, mais on a envie de découvrir. Et on a beau être le seul maître à bord quand on fait de la peinture, c'est la peinture qui guide tout. Et là, c'est une question où il n'y a pas de justification ni de véritable raison. C'est qu'on est à la recherche de quelque chose qu'on estime plus ou moins fondamental et essentiel. Et le chemin qui y mène, c'est dans une peinture ou un dessin, mais on ne sait pas du tout comment on va y arriver. Alors et c'est la seule façon de travailler, puisque si on est captivé par une idée ou par une juxtaposition de lumière ou d'ombre ou de couleur ou autre, si quelque chose nous émeut, il faut poursuivre ça, puisque c'est la seule façon que l'on a d'éventuellement toucher un public. Et puis, j'ai longtemps cru que les images, ce n'était pas difficile, on les avait là-haut, suffisait de les mettre sur papier ou sur toile. Et maintenant, je me rends bien compte que c'est faux. Ce que nous possédons, ce que nous avons peut-être, c'est l'expérience, le désir et les techniques pour les chercher. Mais les images, c'est partout. C'est dans le monde. Et le déséquilibre fondamental qui anime
chaque personne créative, puisque pourquoi on se donne tant de peine à faire quelque chose qui est compliqué et difficile, ce déséquilibre vous fait pencher dans le monde. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas un éloignement, ce n'est pas un repli sur soi, c'est exactement le contraire. C'est un engagement profond avec ce qui nous rend, enfin j'espère, avec ce qui nous relie au monde dans lequel on habite, ce qui nous place au centre de la nature, ce qui nous place au centre des préoccupations humaines. C'est pour ça qu'on dessine, puisqu'on cherche. On cherche le chemin, on cherche justement ces points de contact. Ouh, j'ai dit tout ça. Ah bah, du coup, ça éveille toutes les passions, là. Je suis épuisé, là. Bonsoir. Et je vous remercie pour la question. Bonsoir à tous, merci. Ma question était la suivante. Lorsque vous venez de le dire, quand vous avez fait un tableau, pour vous, ça présente plus vraiment d'intérêt parce que vous êtes allé au bout de votre démarche créative et artistique. Par exemple, un tableau aujourd'hui que vous regardez avec du recul et vous vous dites, mais en fait, aujourd'hui, je ne le vois plus comme ça. Oui, bien sûr, absolument, complètement. Je n'ai aucune envie de dessiner 2 fois la même chose de la même façon. Et je crois qu'on n'est pas les mêmes, on n'est pas le même qu'on était il y a même un mois. L'expérience est différente, la perception est différente. Rien n'est gravé dans la pierre. Il n'y a pas de version officielle, il n'y a pas de chose définitive. Chaque peinture est une proposition. Chaque dessin est une sorte de chose que l'on met comme ça, que l'on pose. Et puis effectivement, on n'est pas très intéressé. Enfin, moi, je suis personnellement à la maison, il n'y a rien au mur, sauf un tableau qui est trop grand puisqu'il ne rentre pas sous le lit. Mais je n'ai pas très envie de voir tout ça. Je le connais. Je n'ai pas envie de m'entourer de ce que j'ai pu faire. J'ai envie de m'entourer de ce que je n'ai pas pu faire encore. Donc je crois que c'est cette espèce de perpétuel voyage, en quelque sorte, où chaque tableau, chaque dessin est une découverte. Je découvre en même temps que je le fais. Et je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Ça a l'air un peu lyrique, comme ça, un peu poétique, mais c'est pas du tout faux. On a envie en tout cas moi, j'ai surtout envie de ne pas savoir ce que je vais dessiner dans un mois ou dans un an. J'espère que ça sera différent, j'espère que ce sera mieux. Mais je crois qu'on tomberait très très vite dans quelque chose de... je ne sais pas comment dire, sans intérêt. Je crois que l'intérêt réside dans le fait que l'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Une dernière question ? Bonjour. Je souhaitais savoir, compte tenu de la qualité de ce travail, de la profondeur des détails, il y a probablement un temps minimal qui est accordé à chacune des œuvres. Est-ce que ce temps est variable ou est-ce que vous interdisez de dépasser une durée, par exemple, pour faire un tableau, vous allez vous dire une journée maximum ou 1 heure maximum ou 1 semaine maximum. Quel est le temps que vous consacrez en fait sur chacune de vos œuvres? Est-il variable? Est-il rigoureux? Est-ce que vous vous imposez ou c'est toujours libre tout le temps? Et ça m'étonnerait un petit peu compte tenu des sollicitations que vous avez, quoi. C'est très variable, en effet. Tout ce qui est de l'ordre du croquis, il y a 3 grandes catégories pour faire court. Il y a les peintures en couleur, il y a les dessins au crayon, puis il y a les croquis au crayon. Les croquis au crayon, on peut en faire 5, 6, 10 par jour quand il faut aller vite. Les dessins au crayon, c'est jamais plus d'une demi-journée, 1 journée. Et pour les tableaux les plus grands, c'est peut-être 2 à 3 semaines. Certainement 3 semaines pour les plus grands. Donc, mais chaque fois qu'on fait un truc,
c'est l'œuvre elle-même qui décide le temps qu'il faut pour le faire. Je crois qu'il faut laisser vivre les choses. La seule difficulté que j'ai, et ça je le traîne depuis toujours, c'est que lorsque je commence une peinture, il me faut toujours 1 ou 2 jours où je tourne un peu autour avant d'être suffisamment remonté pour commencer, puisqu'il faut, c'est dans cette première demi-heure où on pose un peu le tout. Et si on n'est pas suffisamment énervé, en quelque sorte, c'est très très vite raté. Et ça, j'aimerais bien aller plus vite sur ce stade-là, mais je sais que ce n'est pas possible. Mais sinon, oui, un tableau ou un dessin est fini lorsqu'on s'ennuie, qu'on a répondu à toutes les questions et que toutes les réponses ont été apportées. Merci. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. On vous remercie tous d'avoir été avec nous ce soir pour vos questions aussi. Et on vous rappelle que l'exposition est visible jusqu'au 28 janvier. Donc venez, revenez, revenez nous voir. Merci. Oui, puis j'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais juste rajouter un petit mot tout à la fin. C'est qu'on ne serait pas là si vous n'étiez pas là. Donc le public apporte beaucoup plus que sa présence dans une exposition ou le siège qu'il achète au cinéma. Le public est porteur de toute cette imagerie. Cette imagerie appartient en grande partie au public, puisque vous apportez avec vous votre propre vécu quand vous venez dans une exposition comme celle-ci. Donc, on a beau être au mur, sans vous, on ne serait pas là. Donc, merci encore.